Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons l'émission d'aujourd'hui en jetant un coup d'œil rapide sur la situation des États. Le dernier rapport sur l'emploi est disponible. Le département du travail a annoncé jeudi que les demandes d'allocation chômage sont tombées à 385 000, soit 20 000 de moins que la semaine précédente. Le nombre d'Américains demandant les allocations chômage a donc diminué pour la 5e semaine consécutive, marquant le plus bas niveau de la pandémie jusqu'à présent. Bien que le nombre soit en baisse, il est toujours considéré comme élevé par rapport aux normes historiques. La baisse des allocations chômage reflète une augmentation de la croissance économique, car plus de gens sortent pour faire du shopping, manger, voyager. Toutes ces dépenses conduisent les entreprises à embaucher. Mais selon un rapport de la Fédération publié mercredi, malgré l'augmentation des salaires par les entreprises, il y a toujours une pénurie de travailleurs. La Banque centrale a déclaré dans l'enquête Beige Book que la croissance économique a augmenté à un rythme modéré. L'enquête porte sur l'activité dans ces 12 districts. Le rapport de la Fed indique que dans l'ensemble, la croissance des salaires a été modérée et un nombre croissant d'entreprises ont offert des primes à la signature et augmenté les salaires de départ pour attirer et faire revenir les travailleurs. Les contacts s'attendent à ce que la demande de main-d'œuvre reste forte mais l'offre limitée dans les mois à venir. Le rapport note que le renforcement de la demande a permis à certaines entreprises, notamment les fabricants, les constructeurs et les sociétés de transport, de répercuter une grande partie des augmentations de coûts sur leurs clients. Ajoutons qu'il est prévu de faire face à une augmentation de coûts et de facturer des prix plus élevés dans les mois à venir. Cette annonce intervient alors que la moitié des États-Unis ont annoncé qu'ils allaient mettre fin de manière anticipée aux allocations chômage fédérales en cas de pandémie. Ces gouverneurs s'inquiètent du fait que les allocations chômage empêchent des millions de travailleurs américains de retrouver un emploi. Par exemple, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré mardi en fin de journée qu'il mettrait fin aux prestations de chômage améliorées le 3 juillet. Dans le cadre du programme actuel, les travailleurs sans emploi reçoivent 300 $ supplémentaires par semaine. Le programme durera jusqu'au 6 septembre. Depuis mars 2020, l'État du Maryland a versé plus de 12,3 milliards de dollars en allocation chômage à plus de 730 000 résidents. Le gouverneur Hogan a déclaré dans un communiqué qu'après 12 mois consécutifs de croissance de l'emploi, nous avons hâte de remettre davantage de Marylandais au travail. Il a déclaré que le Maryland est confronté à un problème critique. Les entreprises de l'État tentent d'embaucher davantage de personnes, mais beaucoup d'entre elles sont confrontées à une grave pénurie de travailleurs. À l'heure actuelle, 22 États mettront fin aux prestations en juin et 3 autres suivront en juillet. Le gouverneur de l'Idaho, Brad Little, a déclaré que ces travailleurs reçoivent plus d'argent en allocation chômage qu'ils n'en recevraient en travaillant. Il a déclaré dans un communiqué que sa décision était basée sur un principe conservateur fondamental. Nous ne voulons pas que les gens soient au chômage, nous voulons que les gens travaillent. Selon des données récentes du ministère américain du Travail, il y a un nombre record de 8,1 millions d'offres d'emploi dans tout le pays. Et certains républicains suggèrent de réduire les allocations gouvernementales pour inciter les gens à retourner au travail. Le gouverneur de la Caroline du Sud a déclaré qu'il mettait fin à ces programmes à partir du 30 juin. Il a déclaré que les allocations chômage placent les États-Unis sur la voie du socialisme. Il a déclaré à Tucker Carlson de Fox News que le retour au travail est la façon dont vous construisez une économie, une famille et tout le reste. Nous n'allons pas prendre cet argent du chômage pour payer les gens qui ne travaillent pas. Nous avons des panneaux HelpWant partout. Nous recevons des appels, des lettres, des textos de personnes de toutes sortes d'entreprises dans tout l'État. Ils cherchent des gens pour travailler et les gens ne viennent tout simplement pas. C'est une situation similaire en Arkansas où le gouverneur a déclaré que ces prestations étaient utiles au plus fort de la pandémie lorsque le taux de chômage était astronomique, mais maintenant la situation est différente. Il se retirera des prestations le 26 juin, le Montana se retirera du programme le 27 juin pour la même raison, mais au ministère américain du Travail, Marty Walsh a critiqué la décision du Montana. Il a déclaré que le choix d'éliminer ces prestations essentielles aura le plus grand impact sur les personnes les plus vulnérables. Selon lui, cela obligera les familles à choisir entre leur santé et leur sécurité économique. Et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré aux journalistes
que nous pouvons absolument mettre plus de gens au travail, ajoutant que les personnes recevant les 300 $ supplémentaires hebdomadaires devront bientôt fournir la preuve qu'elles cherchent un travail activement. Tournons-nous maintenant vers le Capitole de la Nation. La proposition d'infrastructure continue d'avancer. Biden a rencontré la sénatrice républicaine de Virginie-Occidentale, Shelley Moore Capito, à la Maison-Blanche pour discuter d'un éventuel accord sur les infrastructures. Le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, a indiqué que l'heure tourne et que si les deux partis ne parviennent pas à un consensus d'ici le 7 juin, les démocrates feront cavalier seul. Le Sénat étant divisé en deux parties égales, le point d'achoppement pour les sénateurs démocrates, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, est la hausse d'impôts coopérative qui serait nécessaire pour financer le projet de loi. Cela les rapproche de leurs collègues républicains. M. Biden a indiqué qu'il fallait augmenter les impôts des riches et porter le taux d'imposition des sociétés à 28%. Les républicains et certains démocrates s'en méfient, affirmant que cela pourrait nuire à l'économie plutôt que de l'aider. Selon CNN, McCarthy a déclaré que l'augmentation des impôts serait la plus grosse erreur que l'on puisse faire. Le sénateur démocrate modéré, Joe Manchin, a déjà fait savoir qu'il n'était pas favorable à une telle mesure. Il a également mis en garde contre le coût élevé de cette mesure en déclarant précédemment que notre dette s'élève actuellement à 28 200 milliards de dollars et qu'il faut donc être très prudent. M. Manchin a également déclaré qu'il préférait un projet de loi sur les infrastructures plus petit et plus ciblé. L'administration Biden cherche également à obtenir une coopération internationale sur les taux minimums d'imposition des sociétés au niveau mondial, dans le but de compenser au moins partiellement les inconvénients qui pourraient découler de la proposition de l'administration de porter le taux d'imposition des sociétés américaines à 28%. Cette mesure est considérée comme un élément clé pour le financement de la proposition d'infrastructures massives de l'administration Biden. La présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, Cecilia Rouse, a déclaré que l'idée est de s'assurer que les entreprises payent leur juste part, de combler certaines lacunes, ce qui signifie que davantage d'entreprises placent en fait plus d'argent à l'étranger, hors du sol américain, et d'avoir un taux minimum mondial afin que nous puissions travailler avec le reste de nos partenaires commerciaux et afin que nous travaillions avec le reste du monde pour que les entreprises payent leur juste part dans le monde entier. Et parce que le Sénat est divisé en deux parts égales, le démocrate modéré Joe Manchin est considéré comme ayant un grand pouvoir. Il peut bloquer à lui seul les projets de loi démocrates en se joignant aux républicains et en maintenant l'obstruction. Avec Manchin s'opposant au plan d'infrastructure de Biden, il ne peut pas décoller. Le filibuster au Sénat est actuellement la seule chose qui empêche les démocrates de remanier radicalement et unilatéralement les lois de la nation. Mercredi, la sénatrice démocrate Kyrsten Sinema a déclaré publiquement et clairement qu'elle souhaitait conserver cette caractéristique du système démocratique. Elle affirme que le filibuster est un outil qui protège la démocratie de notre nation plutôt que de permettre à notre pays de passer sauvagement tous les 2 à 4 ans entre deux politiques. Les démocrates contrôlant les deux chambres du Congrès et la Maison-Blanche, le filibuster est le seul outil dont disposent les républicains pour influencer ou bloquer la législation. C'est la seule chose qui empêche les démocrates de faire passer l'ensemble de leur programme sans aucune voix républicaine. Le filibuster nécessite 60 voix pour mettre fin au débat au Sénat, de telle sorte qu'au moins 10 sénateurs républicains doivent se joindre à tous les démocrates pour faire passer la plupart des projets de loi. Mitch McConnell a déjà appelé le filibuster l'essence du Sénat. Il affirme que le Sénat est le seul organe législatif qui donne à la minorité son mot à dire sur la législation. Il existe une exception qui permet à une majorité simple d'adopter des projets de loi budgétaires. C'est ainsi que les démocrates ont fait passer le projet de loi d'allègement du Covid-19 sans aucun républicain. Les démocrates voulaient faire passer leur projet de loi sur les infrastructures en utilisant le processus budgétaire. Mais le sénateur Joe Manchin a refusé de le faire. Maintenant, Biden est obligé de négocier avec les républicains sur les infrastructures. Certains démocrates et militants progressistes ont appelé à la suppression du filibuster. Les démocrates pourraient changer la règle avec un vote à la majorité simple, mais Manchin et Sinema disent qu'ils n'accepteront pas cela. Selon Madame Sinema, si le système ne fonctionne pas efficacement, il faut changer ce que l'on fait, pas seulement changer les règles. Biden semble avoir parlé de son côté de M. Manchin et Sinema dans un discours mercredi.
puisque lorsqu'on lui a demandé pourquoi une plus grande partie de son programme n'était pas encore adoptée, il a répondu que c'était parce que 2 sénateurs démocrates votaient davantage avec les républicains. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il soumettrait au vote une série de projets de loi à la reprise des travaux du Sénat, notamment un projet de loi électorale controversé qui modifierait radicalement les lois électorales du pays. La plupart des propositions devraient échouer en raison de l'obstruction parlementaire et du manque de voix républicaines. Tournons-nous à présent vers New York. Le gouverneur Andrew Cuomo est toujours sous le feu des projecteurs à cause du scandale des maisons de retraite. Mais une question se pose, qui paye pour les enquêtes? Il s'avère que les contribuables vont payer la facture d'un contrat de 2 à 5 millions de dollars pour les avocats représentant le bureau du gouverneur Andrew Cuomo. Monsieur Cuomo a défendu sa décision de faire payer la facture par les contribuables en déclarant que l'État, la façon dont cela fonctionne, est que la Chambre exécutive a retenu un avocat et que c'est une dépense d'État. Cela a été le cas dans toutes les enquêtes selon lui, donc c'est là où nous en sommes maintenant. Et lorsqu'on lui a demandé s'il payait des avocats de sa poche, Cuomo a répondu « pas pour le moment ». Les factures juridiques s'accumulent alors que Cuomo et son administration font face à d'autres allégations. Il s'agit notamment du harcèlement sexuel, de la publication de son livre sur le leadership en violation des lois d'éthique de l'État et de la fourniture de tests de virus prioritaires à sa famille, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.